Voilà, donc ça c'est, merci beaucoup, c'est notre travail quotidien, c'est de faire des analyses aussi sur des étudiants. Et donc ça c'est ce qu'on a mesuré maintenant depuis, c'était 2019, c'est la tendance qui s'exprime sur l'aspect d'investigation, c'est-à-dire l'utilisation du langage pour acquérir une information, donc en direct, c'est-à-dire je vais investiguer, poser une question. Plus la valeur A1 est élevée, plus le champ d'investigation est très large, donc on va poser des questions sur un grand spectre d'informations variées. Plus la valeur 1 est faible, plus on se spécialise en effet tunnel. C'est-à-dire qu'on réduit en fait la capacité à aller chercher des informations vers l'extérieur, vers l'information un peu diversifiée. Et là, on voit qu'on est quasiment, on descend probablement à un écart type en dessous maintenant de ce qu'on avait il y a 5 ans, d'accord, en 2024, sur une population de 2500 élèves. L'étude a été faite sur la France, la Suisse et Singapour. Donc, c'est des pays quand même qui sont assez représentatifs de systèmes scolaires assez on va dire solide, notamment la Suisse et Singapour et la France, par son capacité de mesure, la même chose. Donc on a vraisemblablement une chose qui s'exprime pour nous ici, concrètement, je vous montrerai comment on l'a mesuré. Ici, cette valeur-là, c'est vraiment la notion de répétition de l'effort dans le temps. Vous savez qu'on apprend aussi en répétant une action, et typiquement les gammes au piano, c'est en se trompant, comme on a vu avant, qu'on refait jusqu'à ce qu'on arrive à faire correctement. Et ça, c'est aussi une valeur encore plus importante, c'est cette disparition de la notion de méthodologie, d'application de répétition, qui devient pour les élèves souvent, alors là on parle de cette fameuse prothèse digitale, devient trop difficile, trop lourd, trop fatigant, ennuyeux, etc. Donc on a aussi très concrètement cette diminution. La très bonne nouvelle, c'est cette stabilité, d'accord, de la valeur ici, de l'ouverture à la nouveauté, qui est importante. Donc en fait, les cerveaux sont toujours ouverts. C'est une bonne nouvelle. Ce qui a changé, c'est l'axe lecture, c'est-à-dire chercher de l'information, le code est en diminution. Et de l'autre côté, il y a probablement aussi une diminution de la capacité à faire un effort parce qu'on a trop l'habitude d'avoir été facilité dans la recherche de l'information et donc du traitement de la donnée. Et donc, ce que l'on a développé, pour vous expliquer, pour ce schéma-là, c'est le modèle NAD. C'est 20 ans de travail. Donc, on a travaillé sur le sujet avec Nemesis au départ, puis maintenant, probablement, sur une quinzaine d'écoles, on a collaboré ensemble sur ce projet, avec un modèle neuroscientifique. Et l'idée, vous voyez, date de très longtemps, moins 300 et quelques avant Jésus-Christ. On est sur Socrate qui dit « connais-toi toi-même ». Et donc, nous croyons fondamentalement que si on veut faire changer les choses aujourd'hui, la première action qu'on doit faire, c'est informer les enfants qu'ils ont un cerveau. Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils l'ignorent, sinon ils ne leur feraient pas subir ça. Et donc, ils sont neuroresponsables et de dire, voilà, tu es responsable de ce que tu as reçu biologiquement parlant et tu peux le faire évoluer vers le plus. Si j'avais eu ces outils-là pour moi, il y a très longtemps, j'aurais très probablement évité passablement de difficultés dans mon apprentissage, notamment des mathématiques. C'était une difficulté. Et donc, si on veut, on a créé en fait un modèle avec 5 valeurs qui sont ici des scores, qui sont normalisés. La première valeur N1 représente ce qu'on appelle la stimulation face à la nouveauté. Il faut comparer ça à une barrière d'autoroute. Lorsque cette valeur est très élevée, la barrière d'autoroute est grande ouverte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on file, on traverse, on passe, on a envie de continuer. Si elle est à moitié fermée, sur la moyenne, c'est une moyenne à 5,5, donc on va s'arrêter à 5,5, elle va nous dire je vais m'arrêter poser les questions, là, déjà savoir si je suis sur la bonne autoroute, etc. Et si elle est en dessous, alors là, on n'y va pas du tout. Donc vous voyez, par rapport à la stimulation qu'on a vue avant au niveau du modèle neuroscientifique, c'est que s'il y a une stimulation reconnue comme étant intéressante, alors ça ouvre cette voie dopaminique, le plaisir d'apprendre, d'aller chercher. Si au contraire, c'est très fermé en général, on va essayer d'éviter. Donc on va fuir l'effort, on va fuir en fait cette problématique-là. Donc ça, on va l'évaluer. Le test qu'on a créé, ça dure 15 minutes, c'est une 150 questions, tous nos élèves le font. Et après, on peut leur faire un profilage pour déterminer quelles sont les valeurs qui sont en train d'être des éléments bloquants par rapport au cerveau aujourd'hui. Cet élément N2 aussi est important, c'est que si l'information nouvelle arrive, il faut aussi se sentir légitime par rapport à elle. La légitimité est importante. Parce que c'est l'audace d'accomplir quelque chose. Je me sens en capacité de le faire, donc je vais y aller. Donc c'est vraiment cette notion de oser et persévérer. Ensuite, la notion d'investigation, là, vous voyez, ici, pour revenir, là, on est vraiment dans la partie limbique du cerveau, siège émotionnel, ouverture, fermeture, amygdale, hippocampe. Et ici, on est vraiment dans l'aspect du langage, donc le code.
L'aspect investigation, si la valeur est élevée, je vous ai dit avant, hein, on va chercher à augmenter la capacité d'investigation. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on ne va pas le faire. Et la A2, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire la collaboration entre individus. C'est que si maintenant, moi, j'accepte que vous me donniez votre point de vue, je m'enrichis de celui-ci, mais il y a des possibilités de dépendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous dépendez que de A2, vous attendez que les gens vous abreuvent. Et donc, à un moment donné, vous ne prenez pas l'initiative de le faire, ce qui fait qu'à un moment donné, vous perdez un certain facteur énergétique. Et la valeur D, c'est cette fameuse discipline cognitive, hein. C'est de développer cet algorithme qui, lorsqu'il est automatisé, vous permet d'apprendre n'importe quoi. Il suffit de l'appliquer et de le mettre en application en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie. Il n'y a plus de limite. Et donc, si vous développez d'abord ça en termes de discipline cognitive, vous vous ouvrez tous les possibles. Il n'y a plus de boss DX, c'est plus possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et aujourd'hui, si on a une altération sur ça et sur ça, vous voyez, on perd deux catalyseurs. Hein, deux catalyseurs qui vont justement accélérer le processus cognitif. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui. Donc là, ce qu'on a fait, c'est typiquement, hein, on produit un rapport comme ça, on calcule ces valeurs, les indicateurs de performance qui sont donnés ici. Et puis, toutes ces valeurs NAD créent un modèle qui est ici. Vous voyez, on va analyser le système limbique sur N1, N2, on va amplifier cette réception d'informations grâce à des catalyseurs. Je vais, par le langage, envoyer les informations vers le système limbique. Donc plus c'est élevé, plus j'envoie le flux vers le système limbique. Donc je peux trier davantage, hein, je vais solliciter mon intelligence. Et plus j'ai la capacité de répéter cette action de manière systémique, ben, je vais travailler sur le codage de la mémoire à long terme. Donc un cerveau qui performe vraiment de manière très élevée, ces valeurs-là sont relativement élevées, très important, parce qu'il y a une stabilité déjà dans le codage de la mémoire à long terme qui fonctionne bien. Puis là, si on a des valeurs qui vont chercher, qui tractent d'informations, alors on abreuve encore plus. Ça veut dire que c'est un peu comme le pétrole, hein. Plus on a de pétrole, plus on raffine, plus on a d'essence, plus on peut aller loin. Et puis finalement ici, c'est un peu la qualité des roues. Si vous êtes bien structuré, ben, vous pouvez rouler un bon moment et puis finalement ça va très très bien. Et bien à la fin, on va calculer ce rendement ici net qu'on appelle le QNAD. Donc ici, on est vraiment sur ces transferts entre neurotransmetteurs, entre deux unités synaptiques ici, qui vont, plus on va répéter, plus on va l'aplatir, plus on va augmenter les puits de calcium qui sont sur sa surface, donc plus on va agir vite. Plus le calcium rentre vite, plus on va agir rapidement dans le traitement d'informations. Voilà un exemple typique. Vous voyez cette valeur N1, ouverture, hein, on est quasiment centré sur 2. Donc ce qu'on peut prédire ici pour un étudiant, c'est que l'information va arriver, par définition la barrière est fermée, donc ça va être blocage. La deuxième information, c'est la légitimité. En général, elle est souvent liée à ce qu'on appelle l'aspect systémique, hein, l'apprentissage. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'expérience. Plus vous répétez une action, plus vous la maîtrisez, plus elle structure, plus vous vous dites « je sais faire ». Donc souvent, ça donne de la légitimité par rapport au processus. Eh bien ça, ces éléments-là vous disent « mon cerveau ici, c'est un cerveau d'élève qui ne va pas fonctionner correctement. Il va déjà au départ, tout ce qui est nouveau que je vais lui proposer, il va dire non. Deuxième élément, il ne va pas se sentir légitime, donc il y a un gros problème de confiance sur lequel il va falloir travailler. Troisième, il n'a quasiment aucune méthode, donc ça c'est un profil qui existe. Hein. Okay. Et il n'a quasiment pas d'investigation, donc il ne va pas chercher d'infos. Et donc, par contre, il veut bien collaborer si on lui amène à quelque chose. Donc c'est un cerveau hyper passif, avec une incapacité à aller chercher de l'information et ce qu'il faut complètement restructurer. La problématique, on commence par quoi? Si je lui donne la méthode, il va me dire non. Si je lui donne de l'investigation, jamais. D'accord? Donc, le seul moyen de travailler avec un cerveau de ce type-là, ça sera de dire, OK, on va faire des micro-succès, on va aller stimuler l'amygdale, on va lui faire reconnaître des petites quantités, des micro-succès qui viennent apprendre à l'amygdale le plaisir de faire et d'avoir un succès. Et on va commencer par travailler sur cet élément-là. Donc, on va lui faire des activités en groupe, okay, avec des gens qui vont travailler sur cette simulation et le groupe va dire « Waouh, génial, tu fais des progrès ». Et on va monter et pousser progressivement. Au fur et à mesure que ça pousse, je peux augmenter sa légitimité, mais surtout, je vais pouvoir lui donner progressivement de la méthodologie. Et ça, je vais l'accompagner. Et on peut restructurer finalement un problème cognitif vers le haut. Ce qui est identique ici hein, pour un employé par exemple, ou bien une personne pour soi-même, hein, on peut toujours prendre exactement les mêmes modèles. Donc les algorithmes qu'on a construits, c'est là où l'IA devient intéressante, c'est que le but de l'IA qu'on a mis en place, c'est on va pousser les curseurs vers le haut. Et pour chacun dans sa situation, à l'école, ça sera une approche plutôt pédagogique, pour soi-même, développement personnel. Et si c'est pour une entreprise, ben, ça sera plutôt dans la motivation d'un employé, le travail en groupe, où on appelle ça du neuromanagement. Voilà un petit peu les processus.
Donc on part sur ce diagnostic. On a ensuite développé un coach virtuel parce que ce qui est complexe, comme vous voyez, c'est de combiner. 2 valeurs, c'est facile. Quand on met les 5 valeurs en même temps, ça devient complexe. Et là, l'IA est intéressante parce qu'elle permet d'aller chercher dans la base de données ce qui pourrait, et là vous avez une relation avec votre coach virtuel qui vous dira, ben voilà, je t'explique tes valeurs, je peux te donner une information, je peux aller chercher des activités. Par contre, les activités, c'est nous qui les avons construites, on les a mises dedans et elles sont verrouillées. Donc le but, c'est de développer en fait une relation entre cet outil Mescore et finalement ce que le système peut vous apporter. Pourquoi ? Si on veut, l'idée, c'est de créer des parcours sur mesure. C'est de dire à tout le monde, ok, très bien, on n'a plus, vous êtes arrivé là aujourd'hui à ce stade, adulte ou enfant, c'est pas grave, il y a cette plasticité, on peut la doper, on peut l'augmenter, on peut travailler sur ce processus justement de je pousse ces curseurs vers le haut. Et le système va à chaque fois combiner ces 5 valeurs et chercher dans la base ce qui convient le mieux en fait pour pouvoir débloquer ce processus. Et là, vous avez une possibilité d'avoir une IA qui va augmenter les compétences. Petit à petit, on va donner cette IA, cette capacité d'augmenter, on va lui donner aussi un facilitateur, donc on va aider l'élève à faire l'exercice avec une IA facilitatrice, elle a son job, mais tout le temps gagné, on va augmenter ces compétences qui sont transversales et qui sont nécessaires. Donc il va falloir travailler sur les 2 registres. Donner l'outil de facilitation, micro-succès, mais en même temps capitaliser sur les différentes structures pour augmenter cette capacité cognitive. C'est très probablement le 21e siècle, c'est ça. C'est-à-dire qu'une IA, elle va être hybride, elle va avoir une fonction facilitatrice et une fonction augmentatrice combinée. Et la mesure entre les deux, et c'est là où la neuroscience apporte beaucoup, c'est qu'en connaissant ces valeurs, je sais quel flux je peux envoyer vers ce cerveau et si oui ou non il va le supporter et quelle stratégie je dois mettre en place pour que le cerveau se débloque petit à petit et qu'il soit accompagné. Ça, il n'y a aucun prof qui peut le faire. Mais ce que peut faire le prof, c'est récupérer cette synergie en groupe, en classe pour activer les savoirs acquis. Et là, à ce moment-là, il y a une vraie valeur ajoutée de l'enseignant qui apporte son expérience. Il est assisté, il est plus seul, il a un système, un peu comme un Airbus A380, il a des radars, c'est piloté, ça lui donne des informations et lui, à ce moment-là, en classe, il peut activer des processus cognitifs. Donc c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours à Nemesis. C'est compliqué, c'est vrai, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et que les élèves, le meilleur outil, c'est l'élève. Une fois qu'il a compris comment ça fonctionne, en général, il dépasse très rapidement le processus et puis c'est lui qui se nourrit. On a fait une expérience cet été ensemble avec Processus, par exemple. Et si on refait la cartographie, oui. Après, je crois, une année, 2 ans, je ne sais pas tant oui. On voit la différence, oui. clairement. Le même profil, là, presque déficient, oui. il peut devenir... oui. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles il faut faire attention. Les valeurs du début doivent être mises en dynamique et elles doivent être comparées à des valeurs qui ne sont pas du même statut. Parce que vous avez un effet Barnum qui peut s'installer. C'est-à-dire que le test peut très bien vous illusionner puis vous projeter dans une illusion, vous dire « Ah, je suis meilleur ». Il y a les résultats, il y a une taxonomie, c'est-à-dire les notes, il y a des résultats qui sont pris en compte parce que le système va absorber des résultats, la fréquence, les connexions, la qualité, le poids cognitif des activités, si oui ou non on répète l'erreur ou pas, de moins en moins, s'il y a une stimulation, il y a toutes ces métadonnées qui vont entrer et puis qui vont faire qu'on a en effet un curseur qui a la probabilité de bien augmenter. Et après on peut le voir en fait dans la classe, quoi. Logiquement, si on améliore les compétences d'apprentissage des curseurs, le mode opératoire d'apprendre va changer. Totalement, oui, exactement. Et vous voyez, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer depuis le début. Il faut travailler sur la valeur A1, A2, c'est sur le code, il faut le structurer, mais en même temps, il faut travailler sur le système limbique parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça va bloquer le code. Puis après, il y a cette notion d'effort, de plasticité dont on a parlé, la souris qui réapprend, se tromper, mais en même temps, il faut remettre le métier sur l'ouvrage et donc recommencer. Et ça, c'est l'enseignant qui est vraiment fondamental pour encourager, travailler l'effet de groupe. L'humain a vraiment sa place dans le processus. La machine toute seule n'arrivera pas. Il y a vraiment un travail à faire avec l'individu. Voilà, donc c'est les 3 leviers. On revient pour finir. La famille, elle a une neuro-responsabilité aujourd'hui. Elle doit former, nous tous devons former les parents sur le développement cognitif et émotionnel pour établir. Ça, c'est ce que BrainCore va lancer, c'est l'école des parents aussi. L'école elle-même, l'intégration des stratégies de l'IA, mais en mode hybride, avec une partie facilitée, une partie augmentée.
Et finalement, l'entreprise, c'est vraiment augmenter l'intelligence collective avec cet aspect de neuromanagement, avec le cerveau collectif pris non pas comme une théorie, mais vraiment on active ces leviers, parce qu'on peut le faire pour un groupe, ces leviers-là, et à ce moment-là, on va induire des actions de groupe, comme on aura une action de classe, et ça va faire un effet laser, puisqu'il y a des répétitions qui vont se mettre en place. Une classe qui est gérée par une méthode unique pour 5 profs, vous avez un effet qui se répète et qui structure, et puis ensuite vous pouvez changer de méthodologie au bout de 2 mois, et puis à ce moment-là, attaquer une autre perspective. Mais vous montez la classe en compétences, vous montez un groupe en compétences. Voilà pour le reste. Et puis, pour transformer, évidemment, l'idée, c'est le temps gâché, puisque souvent, il est gâché par des réseaux, par des inoccupations. Et sachez-le, en Chine, ils ont déjà lancé le processus. Les enfants ont accès, en effet, à un type d'Instagram, à peu près, je crois, en 30 minutes par jour. Tout le reste du temps, ils ont accès, mais par contre, les pushs sont pour voir des vidéos instructives. Donc, ils ont accès à un certain temps qui est dédié pour faire ce qu'ils veulent. Puis ensuite, c'est fait, ils gardent l'outil, mais il est maîtrisé et contrôlé pour voir des informations qui sont constructives, des vidéos qui apprennent quelque chose par rapport à ça. Voilà, et puis l'IA n'automatise qu'après avoir joué le rôle, c'est le but, c'est que finalement, l'IA ne devrait automatiser le processus qu'après avoir joué le rôle de tuteur cognitif. Donc elle développe la compétence, lorsqu'elle est acquise, à ce moment-là, elle peut enclencher la facilitation, mais pas l'inverse. Sinon, elle remplace la compétence. Et là, vous diminuez et l'effet du code et la structure dont on a parlé pendant maintenant 2 heures sur le processus. Et puis, l'humain dans la boucle, l'IA renforce la clarté sans diluer la responsabilité. L'outil ne peut pas remplacer. À Singapour, j'ai été choqué, sincèrement, la première fois que mais j'ai compris aussi pourquoi ils avaient cette question à un moment donné, parce qu'ils sont tellement en train d'essayer de trouver des solutions qu'ils ont mis en place des systémiques de contrôle. Mais ils ont tellement de systémiques de contrôle qu'ils n'ont plus le temps d'enseigner. Donc ce qu'ils m'ont demandé, c'est de dire, on peut utiliser l'IA pour faire notre job. Et là, vous voyez, on se trompe de cible. Parce que si l'IA fait notre job d'enseignant, à ce moment-là, l'humain n'est plus dans la boucle, et puis l'humain fait de l'administratif. Il est là pour activer les compétences. C'est vraiment l'importance. La pédagogie moderne aujourd'hui, un cours de pédagogie moderne, les HEP, le corps central de l'éducation devrait être les neurosciences cognitives. Un prof doit savoir ce qu'il fait au cerveau quand il parle. Sinon, il est obsolète d'une certaine manière.